Comment investir sans apport? C'est la question qu'on me pose souvent parce que c'est vrai que quand tu investis, on peut te dire bah ouais, mais tu as de l'argent. Eh ben non, tu peux commencer en ayant zéro apport, c'est possible. On en parle tout de suite dans cette vidéo. Qui je suis? Je suis Nico du blog Oser Investir. J'investis dans la colocation à distance et sans CDI. D'ailleurs, tu peux télécharger juste en dessous. C'est un guide gratuit où je te donne la liste des 10 meilleures villes au niveau de la rentabilité pour faire de la colocation. C'est gratuit, tu cliques, tu télécharges. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu recevras ainsi toutes les prochaines vidéos, bien évidemment. Du coup, parlons de ce sujet. Comment investir sans apport? C'est vraiment une question qu'on peut me poser assez régulièrement, voire même peut-être quotidiennement, quand les gens apprennent que je fais de l'investissement immobilier. À chaque fois, on me regarde avec de grands yeux comme ça et on me dit « Oh, mais t'as de l'argent !» Ben non, enfin… J'en ai beaucoup plus depuis que j'investis. Mais à la base, non, j'ai investi sans apport. C'est vraiment assez drôle de voir cette réaction des gens qui disent « on ne peut pas investir si on ne met pas de l'argent sur la table ». Eh ben si, mais alors comment investir sans apport? Je vais te faire ça en 7 points si tu veux. Mais avant toute chose, sache quand même un truc qui est dingue, c'est que en France, on a cette chance. On peut investir sans apport. Ça, c'est quelque chose de possible. Dans plein de pays, c'est juste impossible. Il faut mettre 10, 15, 20% du prix de vente pour pouvoir investir. En France, ce n'est pas nécessaire. Avec zéro apport, tu peux réussir à te faire financer la totalité du bien. Et bien, par exemple, on se trouve ici dans un appartement de 82 mètres carrés que je vais louer d'ici une semaine pour de la colocation. Et ben, sache que la banque m'a prêté la totalité de ce bien. Elle m'a prêté à savoir le prix de l'appart, les frais de courtier, les frais de notaire, les travaux ainsi que la garantie. Je n'ai rien sorti. J'ai signé le compromis, enfin le compromis bien sûr, mais j'ai signé l'acte de vente, j'ai récupéré les clés et je suis parti dans cet appartement sans avoir donné un centime. Et ça, franchement, c'est quand même génial. Mais alors, comment faire finalement pour investir sans mettre d'apport? Eh ben, je t'ai fait 7 points qui sont pour moi assez essentiels et qui résument bien la situation. Premier point, il faut avoir un dossier en béton. Ça, c'est quand même hyper important. La banque est là pour que tu la rassures. Tu ne vas pas voir ton banquier pour être rassuré, mais pour rassurer ton banquier. Ça, c'est un point essentiel. Il faut que tu connaisses Finalement, il faut créer un business plan. Il faut que ton appartement, ce soit un business et que tu défendes ce business parfaitement, c'est-à-dire que tu as les chiffres sur tout, tu connais la valeur de ton bien, tu sais à quel point il va être rentable et ça tu l'expliques par A plus B à ton banquier et en aucun cas lui il doit avoir des questions qui vont rester sans réponse, tu dois tout savoir. Les banques aiment être rassurées et pour les rassurer avant tout c'est présenter un excellent dossier. Sache quand même qu'il y a des banques qui sont plus pour des investisseurs que d'autres, il y a des banques qui sont vraiment du style le bon père de famille qui va mettre on va dire son épargne sur un livret A, etc. et franchement qui ne fera pas grand chose de son argent, qui ne prendra pas de risques et certaines banques aiment ça, mais il y a aussi des banques qui par contre aiment les investisseurs et donc si on te dit un non, faut pas hésiter à tenter d'aller voir d'autres banques plus susceptibles de financer les investisseurs, bien évidemment. Il ne faut surtout pas là que tu te dises on m'a dit un non, c'est pas possible. Si, c'est possible, mais il faut voir les bonnes banques. La banque doit vraiment avoir cette impression que le projet il est mûri, il est senti, il est travaillé, mais vraiment avec, voilà, je dirais que c'est vraiment avec maturité et que tu ne fais pas ça sur un coup de tête. Et puis, si tu as de l'argent de côté, par exemple, et que la banque te demande de le mettre en apport, surtout tu lui dis non, cet argent, tu souhaites le garder pour tout simplement une épargne de sécurité au cas où il y aurait des problèmes. Ça montrera que tu es prévoyant et que du coup, tu sais vraiment où tu veux aller et que tu fais attention à l'avenir et que vraiment, tu ne vas pas claquer, imaginons que tu aies 10 000 € d'apport, bah, tu ne claques pas tes 10 000 € dans l'apport d'un appartement et ensuite tu te retrouves à sec. Je te laisse imaginer, tu as un problème dans les travaux, tu dois faire une rallonge. Clairement, vaut mieux avoir cette épargne de sécurité au cas où. Ça va vraiment être aussi bien plus bénéfice pour la banque. Donc, premier point, le dossier en béton auprès de la banque. Et du coup, comment aussi investir sans apport dans l'immobilier? Eh ben, le deuxième point, c'est le cash flow. Le cash flow, c'est ce qui te reste net après toutes tes charges et ton crédit. C'est l'argent qui rentre dans ta poche. Il va falloir montrer au banquier à quel point tu vas avoir du cash flow et en aucun cas, ce sera un cash flow négatif, un effort d'épargne ou peu importe, mais en tout cas que tu vas perdre de l'argent avec cet investissement. Non, au contraire, il va t'en faire gagner. Et un conseil que je peux te donner, c'est par exemple dire à ton banquier que cet argent que tu vas sortir, tu vas le mettre
sur par exemple une assurance vie que tu vas ouvrir chez cette banque. Pourquoi? Parce que vraiment ça va montrer que l'argent que tu vas avoir, tu vas l'utiliser finalement pour eux. Eux ils aiment bien, un banquier c'est donnant-donnant. Donc si tu leur dis vous me financez tout à 110%, je ne mets pas d'apport, mais les bénéfices que je fais avec cet appartement, je vais les mettre sur une assurance vie. Il y a du donnant-donnant, le banquier va voir que tu fais un effort et qu'en plus de ça, tu vas vraiment faire travailler ton argent. Ça va lui faire plaisir, toi de toute façon, ça te permet de créer de l'épargne, donc c'est top et c'est surtout que tu n'auras pas mis d'apport, donc finalement, tu vas tout simplement avoir un bien qui t'est financé 100% par la banque et qui va te rapporter de l'argent qui va grimper tout seul. Et ça va te faire une grosse épargne qui va se développer naturellement. C'est très intéressant de dire à ton banquier que justement l'argent que tu mets de côté, ça va être de l'épargne de sécurité. Encore une fois, le mot sécurité revient, mais les banques aiment être en sécurité. Le troisième point sur comment investir dans l'immobilier sans apport, ça va être finalement de faire financer ce bien en résidence principale. Pourquoi en résidence principale? Les banques ont une facilité à vraiment financer les résidences principales, donc il ne faut pas se priver, c'est ton premier bien, et t'y vas cash, tu dis que c'est une résidence principale, ça passe et puis le jour de la signature, tu changes d'avis, tu le mets en location, il n'y a aucun problème. Attention, il ne faut en aucun cas par contre que dans le financement, il y a eu des prêts particuliers comme un PTZ, prêt à taux zéro, ça peut bloquer, c'est en général pour les primo-accédants et ça peut bloquer tout changement parce que si tu le fais financer en résidence principale et que tu as pris un prêt particulier pour une résidence principale, ça va poser un souci si tu le mets en location. Tu ne vas pas suivre les règles. Et tu peux être bloqué pendant 6 ans à ne pouvoir changer la destination de ton bien. Et voilà. Donc, en aucun cas, ne fais ce choix de prendre une résidence principale avec un prêt à taux zéro. Non, tu le fais financer en résidence principale, mais c'est tout. Tu ne fais pas de prêt particulier. La banque finance beaucoup plus facilement les résidences principales, donc ne t'embête pas. Honnêtement, moi j'ai fait comme ça pour le premier bien et c'est passé sans aucun souci. Concernant le quatrième point, c'est la règle des 33%, règle que tu connais j'imagine, où vraiment au niveau de ton taux d'endettement, il ne faut pas dépasser les 33%. Bon, à ce niveau-là, si tu achètes ton premier bien, fais attention de ne pas dépasser ces 33% de façon à, encore une fois, montrer que c'est un achat réfléchi, ne pas inquiéter la banque et donc la banque financera davantage sans apport parce qu'elle ne prendra pas de risque. On ne se répète jamais assez, mais le risque, c'est vraiment un point fondamental pour la banque, donc ne dépasse pas les 33%. Le cinquième point, c'est que tu peux faire un acte en main. Alors, acte en main, c'est plutôt connu dans le milieu des investisseurs, mais en règle générale, dans le milieu de l'immobilier, je peux te dire que les gens ne connaissent pas. En fait, l'acte en main, c'est que les frais de notaire que tu fais financer par la banque, finalement, tu vas les faire financer par le vendeur. C'est très con, tu vas tout simplement additionner au prix de vente les frais de notaire, hop, ça devient un chiffre rond ou pas, enfin je veux dire c'est dans le même panier. Et du coup là, les frais de notaire disparaissent. Ça peut paraître simple comme ça peut être une bonne technique parce que du coup quand tu vas aller te faire financer ton bien, tu n'auras pas les frais de notaire, ce sera quelque chose en moins, ce qui encore une fois va rassurer la banque et du coup elle sera beaucoup plus à même de financer sans apport. Mais en même temps j'ai envie de te dire que c'est pas toujours bon de le faire. Pourquoi? Parce que moi pour mon premier appartement finalement j'ai voulu faire l'acte en main parce que j'avais vu qu'on pouvait faire acte en main et que c'était mieux. Oui, mais je ne dépassais pas les 33% de taux d'endettement. J'avais finalement un dossier en béton. J'avais tous ces petits points qui étaient très bons pour le banquier. Et donc, il n'y avait pas de nécessité de faire un acte en main. Donc, je me souviens avoir demandé à mon agent immobilier de faire un acte en main, qu'à téléphoner au notaire du vendeur. Ça a été hyper compliqué, ça a été accepté. Et puis moi, entre-temps, j'avais réalisé que c'était complètement idiot puisque de toute façon, la banque allait me financer à 110% sans problème. L'acte en main peut être un bonus. Pour moi, c'est quelque chose que tu peux mettre en plus quand tu as des difficultés à te faire financer à 110%. Mais si en soi, ton dossier, tout va bien et tout roule, j'ai envie de te dire, ne t'emmerde pas à faire un acte en main si ton dossier passe tel qu'il est. Donc voilà, l'acte en main, c'est un petit bonus, ça peut marcher, mais ce n'est pas du tout une obligation. Alors, investir sans apport, oui, mais si pour X raisons, à un moment donné par exemple, toutes les banques, elles veulent un apport pour financer le bien et que le bien, tu ne veux surtout pas le laisser passer parce que c'est vraiment une super affaire, et à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est
tout simplement faire un report de mensualité. Donc le report de mensualité, c'est quand tu as des travaux et que voilà, tes travaux tu vas les faire sur 2 mois par exemple, mais tu vas demander 1 ou 2 ans de report. Mais donc imagine, tu fais tes travaux pendant 2-3 mois, tes mensualités ne commencent que dans 24 mois. Bon, bah ça te laisse quand même pas mal de temps pour recueillir les loyers sans payer de mensualité. Et là, j'ai envie de te dire, même si tu as fait de l'apport, eh ben, tu vas le récupérer grâce à ce report de mensualité. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est assez intéressant, c'est que si vraiment tu es face à une excellente affaire et que pour X raisons, il est impossible pour toi de ne pas mettre d'apport, tu peux toujours négocier ça et ton apport, tu vas le récupérer grâce au report de mensualité et tu toucheras tes loyers pleins pendant 12-24 mois. Enfin voilà, tu le négocieras auprès de la banque. Et mon 7e point qui est vraiment pas des moindres, surtout dans l'investissement immobilier et dans la vie tout court, c'est la détermination. Enfin, franchement, tu n'arriveras à rien faire si tu n'es pas déterminé. Aller voir des banques et leur proposer des projets où tu mets 0 apport, tu auras potentiellement plusieurs refus. J'ai envie de te dire que si tu en as 2 ou 3, c'est juste ridicule comme refus. Quand on aura 15, ça commencera à être plus conséquent et tu pourras aviser un peu finalement ta stratégie. Mais dans tous les cas, vas-y, 15, 20. Moi, j'ai vu des entrepreneurs, des investisseurs qui ont eu des fois 30 refus avant de se faire accepter un dossier. On est dans des cas extrêmes, mais si tu veux, la détermination paye puisque ces personnes-là, par exemple, ont toujours réussi à avoir leur prêt au bout d'un moment. Donc, si toi, on te dit non pour investir sans apport, va avoir plusieurs banques. Peut-être qu'à un moment donné, tu tomberas sur un banquier qui sera à l'écoute de ton projet et qui du coup dira bingo, je signe, on y va, on signe sans apport. Mais ce sera peut-être le 10e. Également, n'hésite pas aussi à passer par un courtier. Le courtier, si c'est un courtier, attention, qui s'y connaît dans l'investissement immobilier, peut être de très bons conseils pour te faire vraiment investir sans apport et justement toucher tous les critères et tous les points de négociation que tu veux avoir avec la banque. Voilà un petit peu sur cette vidéo comment investir sans apport. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker cette vidéo. Tu peux également laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec attention. Et n'oublie pas, il y a mon guide gratuit où je te parle des villes rentables en France pour la colocation et ma chaîne, tu t'abonnes. Et puis on garde contact et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt, salut!